faire sur la biodiversité. Vous animez, vous êtes partie d'une association de communes aussi, de collectivités locales. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez l'espoir, vous, dans les années qui viennent, que Montsartou puisse devenir un modèle qui puisse être contaminant et qui puisse en tout cas servir qu'il y ait des véritables coopérations entre communes pour engager ce type de service sur les communes? Je ne parle pas spécialement des ponts funèbres, hein, mais... Peut-être plutôt sur l'alimentation, parce que le maire est trop modeste pour le dire. Je sais que Montsartou a eu un prix national il y a 2 ans sur ses cantines bio et sa production locale à destination des cantines. Et ce prix, ça permet aussi qu'un certain nombre de petites, de moyennes villes s'interrogent sur sa propre façon de produire. Aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions, de pistes qui s'esquissent au niveau français. Ça ne suffira pas, José Bové en a parlé, on parle aussi du plan international. Mais en tout cas, au niveau français, il y a un certain nombre de mesures que peuvent mettre en place les maires pour tendre vers la zéro artificialisation nette, sanctuariser autour des communes des sortes de bandes vertes, de ceintures où on pourrait avoir de la production maraîchère, qui pourrait nourrir les cantines scolaires, mais aussi garder des espaces naturels au lieu de les artificialiser. On a un certain, André Asqueri a évoqué dans le livre un certain nombre de pistes, celle en était une, celle des cantines, celle des ceintures maraîchères, et puis aussi le travail très important avec les associations de protection de la nature, WWF pour les cantines, la LPO et FLE, qui aident les collectivités locales à trouver des solutions pour justement préserver la biodiversité et préserver les terres. C'est un mouvement tout récent, ou est-ce qu'il prend de l'ampleur, ou c'est vraiment encore timide? On est toujours dans le débat de transition, hein. Est-ce qu'on est en train de changer de cap? Il faut faire changer de mentalité des maires, parce que pendant longtemps, la richesse, c'était celle de construire, d'avoir des beaux pavillons, de satisfaire aussi à la demande des gens qui étaient son pavillon individuel avec son petit jardin, sa voiture qui pouvait garer devant. Donc il faut aussi changer, faire changer les gens et faire changer et montrer aux élus qu'on peut faire autrement. Donc vous dire qu'on est plutôt au début de la transition, des exemples comme ceux de Montsartou. Je ne sais pas pour les pompes funèbres, je ne me suis pas encore posé la question pour moi, mais en tout cas pour la production agricole, pour le rapport à la terre, effectivement, ça donne des idées à d'autres élus. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de la crise? Est-ce qu'elle est, c'est une question un peu bateau, pardon, mais est-ce qu'elle est plutôt, elle va empêcher d'avancer, ou est-ce qu'au contraire, elle peut booster les choses, selon votre point de vue? De mon point de vue, je pense qu'on va bénéficier d'un ralentissement sur les grandes infrastructures, parce qu'il n'y a plus d'argent, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et pour les routes et pour les aéroports, ou en tout cas pour les terres. Mais moi je reviendrai sur votre notion de crise, parce qu'on est là sur un volant franco-français. Jacques Caplan l'a évoqué, il y a quand même l'autre dimension, la dimension internationale, et c'est pas uniquement le modèle français ou uniquement le modèle européen qu'il faut faire bouger, c'est s'interroger sur l'ensemble des rapports. Si on continue à importer n'importe quoi produit dans n'importe quelle condition, on déstabilise aussi l'agriculture dans les pays du Sud. C'est ça qu'on a voulu croiser comme regard avec André Asqueri, Montsartou et le reste du monde, parce qu'à un moment donné, il y a quand même une interaction, soit positive, comme Montsartou avec les pays du Sud, soit négative lorsque nous souhaitons n'importe quel bien alimentaire à n'importe quel moment, lorsque nous utilisons des agrocarburants qui contribuent à la déforestation et au fait que les populations locales en Afrique par exemple n'ont plus du tout accès à leurs propres terres pour se nourrir parce qu'on choisit d'utiliser des agrocarburants dans les pays du Nord, lorsqu'on laisse les fonds de pension américains spéculer sur les terres. Voilà, c'est un modèle général. Celui de la crise, c'est pas uniquement notre crise financière actuelle, c'est celui de la crise internationale et la crise alimentaire. Alors j'ai une dernière question à vous poser parce qu'il faut laisser un maximum de temps pour le public pour poser des questions, mais j'ai une question qui est complexe, que j'ai l'occasion de vous poser en carrière, notamment en climatologue. Il y a toujours ce sentiment, et je pense partager dans le public, qu'on est dans une machine folle, infernale, justement, avec des interactions pas possibles, et qu'il est impossible d'en sortir. On a vraiment l'impression d'un train fou. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous donner votre vision la plus optimiste et réaliste possible sur comment freiner ce train, comment non pas le faire dérailler, mais le faire changer de voie, parce que là, ça nous semble parfois très très compliqué. Les médias ne vous aident pas, parce que quand même, chaque matin, heureusement que je ne pas envie presque de se suicider. Les nouvelles sont extrêmement mauvaises, la plupart du temps, on a très peu de bonnes nouvelles, avec la crise n'y a pas. Donc voilà, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire savoir qu'il y a des maires qui tentent des choses, d'accord, mais ils sont pris dans un système d'interaction plus compliqué. Alors José Bové, j'aimerais vous entendre, et bien chacun de vous, que vous puissiez donner votre opinion sur comment ralentir ce train si c'était
possible, et le faire changer de voie, par quel levier ça serait possible? Alors, on ne va pas aborder tous les sujets parce qu'il y a plein de sujets. Bien sûr, d'accord, parce que si on commence à parler d'énergie, c'est vrai qu'il y a plein de sujets. Je pense que sur l'agriculture, et moi je suis partisan qu'on regarde chez nous, parce que c'est vrai que d'abord quel est notre impact à nous sur un modèle agricole qui est consommateur de CO2 ou destructeur. Et donc c'est vrai qu'il faut d'abord qu'on travaille sur notre modèle parce que c'est là effectivement où on est le plus efficace, où on peut agir à mon avis de la manière la plus forte. Tout à l'heure on a parlé, c'est pour ça que j'ai parlé des protéines végétales et des importations. Le lien là est très clair. Si on remet là en route la production de protéines végétales chez nous, ça a un impact immédiat sur l'Amérique du Sud de manière très claire. Ça veut dire qu'on change de modèle aussi, qu'on participe à changer. Ça ne veut pas dire que tout seul on va le faire. Simplement, ça va interroger ce modèle de déforestation et en gros, de transformation de l'Argentine ou du Brésil en terre à soja. C'est vrai que là, ça va avoir un impact très concret. Donc ça, là, je pense que vraiment, on peut agir de manière efficace, là, au niveau européen. Sur la question des agrocarburants, parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui très important, pas simplement sur les importations, mais sur le détournement des terres à l'intérieur de l'Europe, sur la fabrication d'agrocarburants. Alors d'agrocarburants directs comme le colza, ce qui se fait notamment en France, où là il y a un gaspillage de terres agricoles, puisque c'est en centaines de milliers d'hectares en France qu'on est en train de gaspiller des terres agricoles pour produire des agrocarburants qui en termes de rendement énergétique s'avérant, et on continue le processus. Là pour le coup, par rapport au réchauffement climatique, on ne fait rien changer. Mais il y a aussi d'autres pays qui sont aussi très dangereux, je pense notamment à l'Allemagne, où ce sont des dizaines et des centaines de milliers d'hectares de maïs qui sont aujourd'hui mis en culture non plus par des agriculteurs, mais par des firmes privées, dans le cadre de grands projets de digesteurs pour faire du méthane à partir de déchets végétaux. Et donc, comme en gros, tout ce qui est déjection animale ne suffit pas pour faire marcher les digesteurs, on met des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares de maïs dans les digesteurs. Donc on cultive du maïs pour faire du gaz. Là, on est dans un système complètement aberrant aussi en termes d'équilibre. C'est un peu comme le projet, je pense que vous l'avez tous vu, qui a lieu dans la Somme, où il y a un industriel qui veut faire une ferme de 1000 vaches pour faire du gaz. C'est-à-dire qu'en gros, la production de viande et de lait devient un sous-produit de la viande. On est quand même dans une configuration étonnante. Et là, on voit l'aboutissement aberrant du modèle. Et là, on peut agir concrètement. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement, pour l'instant, a bloqué. J'espère que ça va être annulé rapidement, mais en tout état de cause, ce projet est symbolique de l'aberration. En Allemagne, aujourd'hui, c'est en train de faire flamber le prix des terres. C'est-à-dire que ce modèle est en train de complètement... ce sont ces industriels qui prennent les terres, et donc ces terres échappent à l'agriculture. Et donc là, on n'est même pas dans une alternative énergétique, on est dans un processus industriel de l'utilisation des terres agricoles, et on sort de l'équilibre agronomique, on sort du fait que la terre, c'est d'abord pour alimenter. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut agir, on peut bloquer ce genre de projet. Actuellement, les agrocarburants, on est en train de diminuer au niveau européen. Il y a un projet qui est soutenu par 2 commissaires, celui de l'environnement et du réchauffement climatique, qui sont en train de dire qu'il faut qu'on sorte des agrocarburants à l'intérieur de l'Europe. Quand vous dites on peut, on est toujours au niveau européen là. Oui, parce que moi je pense que c'est important. J'essaye de vendre ma boutique. C'est-à-dire que tout ça pour dire qu'on peut aussi au niveau européen bouger. Parce que souvent il y a un fantasme de croire qu'on ne peut pas. Et puis après on peut localement bien évidemment. Mais après il y a les 3 niveaux, européen, national et puis local. Et puis chacun peut aussi évidemment agir.
Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est que moi, maintenant, je suis député européen depuis 3 ans. Mon but, c'est de faire bouger les lignes au niveau des institutions. Et là, on peut le faire, on a des moyens de le faire. Donc, si on est capable d'allier les citoyens et ceux qui essayent dans les institutions, on peut peut-être faire des choses. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut pour réenchanter aussi l'avenir. Parce qu'on peut faire toutes les descriptions les plus apocalyptiques. Une fois qu'on a vu ça, on reste chez soi, on fait son jardin et c'est fini, quoi. Or, c'est vrai que ce n'est pas la somme des actes individuels qui changera, qui fera bouger les lignes. Parce qu'on a en face de nous des puissances économiques, on a des multinationales, on a quand même un système colossal. Donc si on n'est pas capable de faire un bras de force pour les contraindre, on n'y arrivera pas. On voit sur les OGM, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais la bagarre qu'il a fallu sur le terrain et comment il faut encore continuer aujourd'hui à mener le combat parce que ces multinationales mettent le paquet. Bon, tout le monde a en tête ce qui se passe aux États-Unis où la Californie va voter au mois de novembre en même temps que l'élection présidentielle sur l'étiquetage des produits OGM en Californie. Et comme le vote risque d'être favorable à l'étiquetage, même pas à l'interdiction, on sait que l'étiquetage, les compagnies aux États-Unis, Monsanto et les autres, ont mis 32 millions de dollars dans la campagne. 32 millions de dollars pour essayer d'empêcher de... Donc, c'est pour dire qu'on a des vrais adversaires et que le combat, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, on a intérêt de s'unir le plus possible. Jacques, quel âge